Historiquement, la famille est la cellule de base de toute société, dans les pays développés en tout cas, mais ce n'est plus une évidence pour tout le monde. On le voit aujourd'hui en France avec un débat qui tourne au dialogue de sourds. Certains voient dans la famille le dernier rempart à la dérégulation sociale, d'autres, au contraire, en font le temple de la réaction. François de Singly, sociologue, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue à l'université Paris-Descartes à Paris, auteur notamment de Sociologie de la famille contemporaine aux éditions Armand Collin. Alors nous avons beaucoup de questions à vous poser, François de Singly, mais d'abord on va donner la parole, puisqu'il en est question, à un manifestant. C'était il y a quelques jours à Paris. Écoutez, regardez. Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ? Pour défendre les familles, tout simplement. Et plus précisément ? Écoutez, la famille, c'est depuis des générations un homme, une femme, des enfants. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il faudrait changer ce modèle-là qui existe depuis qu'il y a des hommes et des femmes sur la Terre. Voilà, c'était lors du rassemblement de la manif dite pour tous le 2 février à Paris. François de Singly, la famille, c'est un père, une mère, un enfant, des enfants selon lui. Et pour vous, qu'est-ce que c'est ? Pour l'instant, je ne vous donnerai pas ma définition. Mais quand même, en fin de compte, il y a quand même un conflit important qu'on avait peut-être un peu sous-estimé. On croyait qu'il y avait le changement tranquille, je dirais, d'une certaine façon. Il y a quand même une conception. Soit on définit la famille par sa structure. Un homme, une femme. Généralement, il n'a pas rajouté le manifestant, mais quand même le mariage. Donc le mariage, un père, une mère et des enfants. De l'autre côté, il y a une conception qui va être différente parce qu'elle va pas être définie par les éléments de cette cellule de base sur lesquels on pourrait revenir, mais en fin de compte par le sentiment et par la montée du sentiment qu'il y a eu depuis la fin du 19e très progressivement. Parce que contrairement à ce qu'on pense, effectivement, il a toujours fallu un homme et une femme pour faire des enfants. Mais quand, au 19e, une femme et un homme faisaient des enfants hors mariage, ils étaient considérés comme non-famille. Alors pourquoi aujourd'hui on ferait semblant de nous faire croire que c'est une famille ? On les mettait dehors puisqu'ils étaient illégitimes. Donc le mariage est un des éléments historiques, au moins en Occident, constitutifs d'une définition, on va dire, plus traditionnelle. Et puis de l'autre côté, la logique du sentiment. Je vais prendre juste un exemple qui a été un objet de conflit au moment de la Révolution, puis après ça a été très vite supprimé, c'est la question du divorce. Si on le définit par la structure, cette cellule de base, vous n'allez pas la casser. Or, la Révolution française a dit que c'était plus une cellule de base et que s'il y avait plus de sentiments, il y avait une logique contractuelle et donc il pouvait y avoir séparation. Et donc la question du divorce, là on ne l'a pas posée dans les manifestations, mais la plupart des gens qui sont dans la manifestation, même s'il y a sûrement des gens divorcés et tout, sont fondamentalement opposés au divorce. Les églises sont opposées au divorce parce qu'ils ont une conception, on pourrait appeler structurelle de la famille. Elle est totalement, légitime. Mais en face, très progressivement, s'est mis une autre famille que moi j'appelle plus relationnelle. Et donc elle est forcément un peu plus instable. Mais à ce moment-là, vous pouvez changer un élément et il est concevable dans le système de la famille relationnelle que ce soit, mettons, deux hommes plutôt qu'un homme et une femme. Alors comment est-ce que vous expliquez, François de Singly, ces crispations autour de cette question de la famille ? Alors, d'abord pour une raison simple, c'est que les manifestants ne sont pas forcément idiots par rapport à ça, c'est qu'ils savent qu'en face le camp est divisé. Défendre la famille relationnelle, même autour de moi, je veux dire, j'ai plein d'amis, les gens de mon laboratoire, ils sont concubins. Est-ce qu'ils vont aller défendre quoi ? Je veux dire, ils vont défendre le pluralisme de la famille, mais ils vont pas aller se mobiliser, y compris même pour le mariage pour tous. Donc, je veux dire, la définition structurelle de la famille, vous comptez et vous pouvez y aller. Si je vais pas mettre une pancarte, si je suis pour la famille relationnelle, pour l'amour, je veux dire, il y a quelque chose. On présente souvent ces manifestants, en l'occurrence de la Manif pour tous, comme des réactionnaires, et tous ceux qui n'y participeraient pas seraient des progressistes. Est-ce que c'est caricatural à vos yeux ? Si on prend au sens strict réactionnaire, ça veut dire contre la Révolution française. C'était le sens du mot. La grande réforme de la Révolution française a été, du point de vue de la vie privée, de faire dans la même semaine le mariage civil et le divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire de penser justement la famille, si je puis me permettre,
pas comme une cellule de base. La définition de la cellule de base, c'est la définition plus traditionnelle, justement, entre guillemets réactionnaire, c'est-à-dire on coupe la société et la plus petite chose qu'on trouve, c'est la famille. La Révolution française et l'histoire de la philosophie des Lumières, l'Occident et tout, c'est de dire si on coupe la société, le plus petit morceau, c'est l'individu. Et donc l'individu conserve le pouvoir éventuellement de rompre. C'est le même principe pour aller vite. C'est le même principe que la démocratie. D'un côté, il y a l'histoire de la démocratie. On a le droit de choisir ses dirigeants et donc on a le droit de leur dire non aux élections suivantes. Eh bien, l'élection matrimoniale, on a eu le droit progressivement de choisir son conjoint. Longue histoire. Hein. Alors, et deuxièmement, on a le droit éventuellement de dire non à son conjoint. Alors vous faites beaucoup référence à l'histoire, vous évoquez la Révolution française. Alors depuis le monde a évolué, ça va très vite, on n'exerce plus le même boulot, le même travail, pardonnez-moi, du début à la fin de sa carrière, on bouge, on circule. Comment est-ce que la famille, dans tout cela, comment face à cela, la famille, elle apparaît finalement comme un dernier refuge? Comment vous voyez cela? Alors, on peut la concevoir comme un dernier refuge, et à ce moment-là, on a une pensée plutôt, si on la pense comme solide, il n'y a pas de problème, il faut mieux prendre le modèle de la famille, entre guillemets, traditionnelle. La notion de refuge, elle est la notion de solidarité, c'est-à-dire si ça va mal, j'ai des gens qui sont autour de moi, c'est quelque chose qui est commun à tous les gens, c'est, je pense, la vraie définition de la famille. D'une certaine façon, c'est avoir des proches qui vous soutiennent, à la fois financièrement, mais si ça va mal et tout. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle toujours famille, et que je pense que les manifestants avaient raison. Ils ont le droit de défendre leur type de famille et de dire on doit être entendu. Ce qui est, de mon point de vue, en tant que sociologue, critiquable, c'est de dire qu'ils défendent la famille. Parce qu'en face, défendre un autre type de famille, il n'y a pas de rupture avec cette notion de proximité, de chaleur, pas de repli, mais de solidarité. La solidarité n'est pas le privilège de la famille traditionnelle, loin de là. Alors il y a d'autres questions qui se sont ajoutées au débat et qui ont envenimé le débat, si l'on peut dire. Prenons par exemple la question de l'homoparentalité. Selon certains, elle met en danger les fondements de ce qu'on appelle la famille. Pour le sociologue que vous êtes, est-ce qu'il y a un danger à faire évoluer la famille vers d'autres formes, justement? Bon, moi, vu d'où je viens, d'une famille qu'on pourrait maintenant appeler traditionnelle, c'est pas évident pour moi comme question au départ. Donc, ce que je vais dire maintenant, j'ai réfléchi d'une certaine façon. Mais ce qu'on voit de plus en plus, prenons d'abord l'exemple d'hétérosexuels. Un homme et une femme hétérosexuels, ils veulent un enfant, ils n'y arrivent pas. Ça arrive. Ils veulent un enfant quand même. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Depuis les années 60, c'est pas si vieux que ça. L'adoption avec un enfant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on leur dit pas, vous voulez un enfant, c'est très bien. On leur fait passer, entre guillemets, des examens. On leur dit, mais pourquoi vous voulez un enfant? Comment vous allez l'élever et tout? Et l'adoption, chez les hétérosexuels, a mis en place quelque chose qui gagne, qui est celui de la compétence parentale. C'est-à-dire, quand on était hétérosexuel dans une famille traditionnelle, on était supposé être bon éducateur, ce qui est quand même historiquement pas totalement vrai. Parce que physiologiquement on peut, ça veut dire qu'on est compétent. C'était un indicateur de compétence. Donc moi j'ai eu mes enfants comme ça, donc j'ai pas eu à passer d'examen. C'est vrai que ça paraît un peu bizarre que la sexualité au sens strict serve de critère éducatif dans la mesure où depuis aussi les années 70, le rapport à l'enfant, écoutez, si on pense à Dolto et tout, ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Donc la qualité d'écoute, la qualité relationnelle n'est pas nécessairement indexée sur l'hétérosexualité. Donc l'avenir du monde, de la famille, au moins pour les 20 ou 30 années, après on ne sait jamais, mais pour l'instant on va plutôt vers une définition en termes de compétences, c'est-à-dire est-ce que vous êtes des bons parents? Et donc par exemple, on a vu dans les politiques familiales, eh bien on met en place soutien à la parentalité. Si c'était si naturel, si c'est la famille naturelle, pourquoi on aurait à l'apprendre puisque c'est presque inné, je suis un papa puisque j'ai fait mon enfant? Non. Même chez les hétérosexuels, on a des doutes. Donc, le critère n'est pas la structure
c'est-à-dire les éléments de cette structure, sont en fin de compte à la fois la qualité relationnelle et aussi des principes normatifs qui sont celui d'être un parent qui s'occupe bien de ses enfants et donc la forme de compétence Alors, qui se met en place. comparativement, François de Singly, qu'en est-il avec les pays voisins de la France? On sait qu'il y a aussi un débat sensible, notamment en Espagne, sur l'avortement, avec un recul historique qui se dessine. Prenons la famille, si on prend l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, les pays voisins. Même schéma, même discussion. Sur la logique affective, elle est montée, l'attitude éducative. Mais après, les compromis politiques se font de manière très bizarre. Au Canada, en Angleterre, ce sont les conservateurs qui ont proposé l'homosexualité. Donc, par exemple, on peut être conservateur et pour la famille homoparentale dans la mesure où on dit ce qui importe, c'est de respecter la liberté des individus de faire la vie privée, pourquoi l'État définirait la bonne forme. En revanche, l'État doit défendre l'intérêt de l'enfant et donc juger de la compétence parentale. Donc l'État intervient de plus en plus là-dessus et sans doute au niveau, disons, européen et occidental, de moins en moins sur une définition formelle de la famille. Alors après, il y a de la bagarre quand il y a des changements de gouvernement, etc. Mais en fin de compte, c'est pas un combat conservateur contre progressiste. Progressiste. Alors, puisque vous évoquez les droits des enfants, j'aimerais que l'on termine avec ce qu'on appelle la théorie ou la question de genre. On conditionnerait les enfants à avoir, dès le plus jeune âge, François de Singly, des comportements inégalitaires par les jouets, par exemple, parce qu'on leur apprend à l'école. Quel regard portez-vous par rapport à cela? Parce que finalement, les défenseurs de cette théorie, à la base, ils disent c'est pour qu'on ne reproduise pas ad vitam aeternam des discriminations entre femmes et hommes. En fin de compte, c'est la seule chose qu'on peut critiquer, c'est la notion de la théorie, parce qu'il n'existe pas la théorie. Mais tous les sociologues, et je pense au moins toutes les femmes, même non sociologues, même si elles sont conservatrices, elles sont pour le genre. Dans le raisonnement sur la nature, puisque le genre s'oppose, le genre ça veut dire que, en fin de compte, tout ne renvoie pas qu'au sexe, mais que hommes et femmes, à partir de là, socialement, dans une société donnée, on définit les qualités de l'homme et de la femme. Eh bien, on a défini, je parle que de l'Occident, mais c'est tout à fait intéressant. Au 19e, on a fait une grande coupure. On a dit la chose importante pour le vote, c'est la raison. Et ça s'oppose à l'affectif et au cœur. Les hommes, la politique, la raison, la science. Et pour les femmes, elles s'occupent de la vie privée. Mais on va donc les priver du droit de vote. En France 1945. Pourquoi? Quand les députés montaient, ils disaient non, parce qu'elles vont être émotives, elles vont voter pour n'importe qui. Il faut qu'elles soient éclairées par la raison. Et donc ici, le droit de vote, je pense que beaucoup de femmes en France même ailleurs, sont pour le droit de vote. Ça veut dire que ça repose sur une conception du genre, parce que si on n'avait pas changé, il n'y aurait pas de droit de vote. Donc, être pour le droit de vote, être pour l'égalité des salaires, c'est bien penser qu'à un moment donné, sur l'identité sexuelle, on fait une identité de genre. Donc, c'est pas, c'est pour moi d'une banalité. Alors là, pour moi, c'est même pire au sens, c'est une affaire à coup monté, strictement politique. Ça n'a aucun sens, puisque, je veux dire, mais quelles sont les femmes et quels sont les hommes qui sont pour l'égalité homme-femme? À partir de ce principe, ça veut dire que, au-delà de nos différences incontestables, au-dessus, on pense quand même qu'il y a un principe d'égalité. Merci. Pourquoi il y aurait des différences? Aujourd'hui, on pense que entre les races, entre guillemets, entre différents, il y a plus de, et là, il resterait une différence naturelle qui serait intouchable. Non. Merci beaucoup François de Singly, grand spécialiste de la famille, sociologue à l'université Paris Descartes.